Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour, bienvenue à cette émission spéciale du Guide de l'auto. Aujourd'hui, on est au Salon de l'auto et vous, les gars, vous en avez fait pas mal des salons de l'auto dans votre vie. Un peu. Un peu. À travers les années, ils ont un petit peu changé. Dans les dernières années, là, on a perdu des joueurs, on en a gagné. Qu'est-ce qui est différent cette année? C'est quoi vos highlights? On n'en a pas gagné beaucoup, en fait. Non. Puis Gabriel est encore mieux placé que moi pour le dire, mais les salons internationaux d'envergure, c'était des événements qu'on ne voulait pas rater. Moi, dans ma carrière, si je remonte il y a 5-6 ans, des salons de l'auto à l'international, j'en couvrais 8 par année. Et on sentait véritablement que tous les dévoilements des nouveaux modèles, c'était rythmé par les différents salons de l'auto successifs. Ouais. Donc, les constructeurs planifiaient leur production et leur lancement en fonction du salon de l'auto de Genève pour lancer un nouveau modèle ou de Francfort s'il s'agissait d'une marque allemande. Bref, toute l'industrie de l'automobile était au diapason, si on veut, de tous ces grands rendez-vous de l'automobile à l'international, et ce n'est plus le cas. C'est devenu véritablement des manifestations beaucoup plus régionales, et c'est le cas ici à Montréal, mais c'est le cas aussi à New York, à Los Angeles et dans plusieurs grandes villes du monde aussi. Et on n'a pas nommé Détroit. Moi, évidemment, oui, j'ai commencé à visiter des salons de l'auto en allant à Détroit. J'ai fait Détroit pour la première fois en 1997 et j'y suis allé jusqu'en 2020, au moment où tout s'est écroulé. Ouais. Puis Détroit, c'était vraiment un salon à ne pas manquer. Il y avait des spectacles qu'on voyait là-bas. Quand Jeep défonçait une vitrine pour dévoiler un véhicule, que Ram amenait des taureaux en plein centre-ville pour dévoiler un camion. Bon, évidemment, ce sont des choses qui n'existent plus aujourd'hui parce que les manufacturiers ont tout simplement décidé de prendre leur budget et de le mettre ailleurs. Il y a beaucoup plus de façons aujourd'hui de faire de la publicité qu'il y en avait à l'époque. Les salons de l'auto ont évidemment beaucoup changé à travers les années, mais là, si on se concentre sur le Salon de l'auto de Montréal, il y a des manufacturiers qui ne sont pas présents encore cette année, comme BMW, Audi, Porsche, Acura. Il y en a qui étaient là l'année passée, qui ont décidé de ne pas se présenter, comme VinFast, par exemple, qui occupait une grande partie de l'espace. Ouais. C'est une drôle de stratégie, il me semble. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Bien, dans le cas de VinFast, je pense que c'est une question de budget, là, pur et dur. Bien, c'est une question de budget pour tout le monde, essentiellement. C'est une question de temps aussi, mais les manufacturiers européens, avec les marques de luxe, parce que même Volkswagen n'est pas là officiellement, c'est un concessionnaire qui a amené des véhicules ici, bien, eux décident de carrément prendre un budget publicitaire et de le placer ailleurs ou de le dépenser autrement. C'est sûr qu'il y a des marques plus mainstream comme Honda, comme Mazda, qui ne sont pas présentes ici. J'ai plus de misère à comprendre, honnêtement, parce que tu rejoins quand même une masse de monde. Il y a des gens qui viennent encore au Salon de l'auto de Montréal. C'est plus de 150 000 visiteurs à chaque année. C'est quand même beaucoup de monde qui passe ici, des acheteurs sérieux. Puis actuellement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui magasinent au Salon de l'auto de Montréal. C'est pas juste ce qu'on appelle dans le langage des wearers. Non, c'est ça. Ça reste un bon outil de magasinage. Ouais. Mais il faut dire, pour les marques haut de gamme, les marques plus premium, leur absence ne date pas d'hier. C'est bien avant la pandémie même que certaines marques avaient délaissé le salon. Bon, ouais. À chaque année, il y en a qui font un retour, il y en a d'autres qui se désistent. Donc, il y a un certain flux, là, une certaine mouvance qui suit peut-être justement les impératifs marketing de ces diverses marques-là. Moi, ce que je trouve un peu désolant, c'est pour les amateurs, je parle surtout des jeunes, les jeunes ados, là, de ne pas voir des voitures comme des Porsche, par exemple, au salon de l'auto. Ouais. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et s'il y a une marque qui aurait dû être ici, c'est Genesis. Genesis demeure une marque qui gagne à être connue. C'est un constructeur... Bon, évidemment, c'est la division de luxe de Hyundai, mais c'est une marque qui n'est pas encore à ce point connue du grand public. Si on pose une question à chaque visiteur ici et qu'on leur demande c'est quoi Genesis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi répondre. Alors, c'est signe que même si la marque fête ses 10 ans cette année, bien, on a besoin de se faire connaître. Un salon de l'auto, c'est la place pour ça. Alors, je ne comprends pas qu'on ait choisi stratégiquement cette année de ne pas y être. On a beaucoup parlé des absents, donc on va se concentrer sur ce qui est ici. Après la pause, on va vous parler des faits saillants du salon. Certains plans de garantie prolongée acceptent des véhicules commerciaux sans frais supplémentaires.
Les grades d'huile moteur, ça veut dire quoi? Les huiles moteurs sont identifiées par des grades comme 5W30 ou 0W20. Le chiffre avant le W indique la viscosité à basse température et celui après, la viscosité à haute température. Les normes comme Dexos, ILSAC, GF6B définissent les additifs et performances adaptées aux technologies modernes. Mais au final, c'est le manufacturier qui recommande le grade, la norme et la fréquence des vidanges. Utilisez une huile de qualité et respectez ces consignes pour garantir la longévité de votre moteur. Les gars, si on parle de faits saillants, on ne peut pas passer sous silence la collection de Luc Poirier. C'est quand même un travail exceptionnel d'amener 36 véhicules de ce prix-là ici. Cette année, on a le droit à 8 nouvelles voitures. Ouais. Un SP2 Monza, le Puro Sanguis que tu as eu la chance d'essayer d'ailleurs. Oui, Puro Sanguis que j'ai eu la chance d'essayer. J'ai un essai sur le site du Guide de l'auto d'ailleurs. Mais c'est de voir la quantité de véhicules que Luc apporte ici. Ça change complètement l'image du salon et ça met un baume sérieux sur l'absence de Porsche, Gabriel. Oui, effectivement. C'est un point qu'il ne faut pas oublier. Et puis, il faut dire, en fait, heureusement qu'il y a ces voitures à lui qui sont là, qui a pris le soin, en fait, de collaborer avec le salon, d'amener sa collection ici, parce que c'est véritablement une des plus belles attractions. Et ça fait rêver aussi les ados. Mon fils est venu avec ses amis, là, puis ils mitraillaient ces voitures-là avec leur téléphone, avec leur appareil photo. Alors, heureusement, merci à Luc Poirier d'ailleurs, et heureusement qu'il y a des collectionneurs comme lui qui partagent leur passion. Parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs, on en connaît plusieurs, qui gardent leur voiture dans des garages, qui ne veulent pas trop qu'on en parle, mais que lui... Il ne faudrait pas que ça se sache. Exactement. Donc, que lui partage sa passion avec l'ensemble de la population, ça, je trouve ça génial, absolument génial. Si on revient à quelque chose de plus rationnel, le Ioniq 9 de Hyundai, ça a été le vrai et le seul dévoilement officiel qui a été fait ici. On l'avait vu évidemment sur papier. On a un collègue qui est allé le voir du côté des États-Unis, Louis-Philippe Dubé. Mais de dévoiler ça ici à Montréal en janvier 2025, au moment où les crédits sont sur le point de disparaître, le timing n'était pas bon, mais ça demeure un produit quand même très impressionnant. 3 rangées de sièges. Un Kia EV9++, parce que plus aérodynamique, plus efficace, plus d'autonomie essentiellement. Je pense que tu l'as bien cerné, le fait qu'il y ait une meilleure autonomie que le Kia EV9 en fonction de son aérodynamique finalement. Ouais. C'est une belle découverte pour les amateurs ici, malgré le fait effectivement qu'on sent que les véhicules électriques vont peut-être perdre un certain intérêt auprès de la population en raison de la réduction des mesures incitatives des gouvernements. Pourtant, plusieurs des faits saillants du Salon de Montréal, ce sont des véhicules électriques. Il suffit d'aller voir chez Cadillac. Il y a à peu près une demi-douzaine de modèles électrifiés. Lucid a dévoilé aussi un Gravity qui était franchement intéressant. 720 km d'autonomie, c'est pas rien, là. Oui, et on connaît maintenant aussi les prix. Évidemment, c'est un véhicule qui va coûter assez cher, mais Lucid, c'est une marque que toi et moi, on connaît bien parce qu'on a testé leur voiture assez récemment. Et puis, quand on parle de la technologie des voitures, la façon dont ils fabriquent leur moteur pour non seulement la puissance, mais aussi pour l'autonomie et l'efficacité, c'est véritablement peut-être une marque de niche, mais sur le plan technique, c'est des voitures qui sont vraiment très évoluées. Chez Polestar, on nous présente le Polestar 4, qui est un format qui est apprécié, je pense, par la clientèle. Puis c'est un véhicule d'une conception assez particulière. Particulier au niveau du design, sans lunettes arrière, il va falloir s'y habituer. Mais c'est un produit qui, je pense, est intéressant pour son format, va bien remplacer la Polestar 2 essentiellement, qui est en fin de carrière. Oui, tout à fait. Et tu parlais justement de la caméra, parce que, bon, évidemment, il n'y a pas de lunettes arrière, c'est par le biais de la caméra de recul que l'on voit dans le rétroviseur ici, central, les images qui sont captées. C'est une lentille qui est vraiment grand angle au début parce que je l'ai conduit en Europe. C'est un peu difficile à s'habituer de trouver ses repères, mais finalement, on s'aperçoit que ça fonctionne assez bien. Mais ce qui est intéressant de ce véhicule-là, c'est que c'est un véhicule qui est véritablement dans le cœur du marché, qui a une bonne dynamique, une bonne tenue de route, assez efficace aussi en consommation d'énergie. Donc ça va être un véhicule définitivement à surveiller. On a parlé de tous ces véhicules qui sont équipés de beaucoup de technologies. Puis justement, on rejoint Mathieu pour parler de techno. En parlant de salon, Mathieu, tu arrives d'un salon assez spécial. C'est pas un salon de l'automobile, mais l'auto prend quand même beaucoup de place, étonnamment. C'est le Consumer Electronics Show. C'est une immense foire commerciale dédiée à la technologie. Mais depuis à peu près 6-7 ans, la voiture prend de plus en plus de place. Pourquoi? Parce que la voiture
et vraiment techno. Maintenant, là-bas, ça pourrait être presque un immense salon de l'auto si on le comparait à d'autres salons de l'auto mondialement, là. Et immense, je pense que le mot est faible parce que je ne sais pas combien de fois plus grand c'est que le Salon de l'Auto de Montréal. Les dimensions de cet endroit-là, évidemment, le Convention Center de Las Vegas, c'est gigantesque. Visiter le CES, c'est 3 jours. Exactement. De toute façon, c'est un abandon. Tu verras jamais ouais. tout. C'est 2,2 millions de pieds carrés. C'est donc 42 à peu près terrains de football. À travers tout ça, il y avait 4500 exposants cette année. Maintenant, je me suis permis de vous sortir quelques petites curiosités qui sont liées de près ou de loin au monde de l'automobile. Et je commence avec le rêve, la fantaisie, le projet de Xpeng. Regardez ça. C'est un... Ça sonne chinois. Oui, c'est un VUS, regarde ça, 6 roues, qui fait passer le Cybertruck comme étant modeste. Et regarde le coffre à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben oui, un drone qui peut transporter 2 personnes avec 6 hélices. Alors, c'est à l'intérieur de ce véhicule-là que vous allez pouvoir déployer votre drone qui va pouvoir être conduit de manière manuelle ou encore de manière littéralement autonome. Évidemment, on projette de commercialiser ça l'année prochaine pour à peu près 300 000 $. Mais attends un peu. C'est beau, là. Je comprends le principe. Tu pars avec ton camion. Moi, je demeure sur la Rive-Nord. Je dois me rendre à TVA. Le Papineau est bloqué. Rendu à la hauteur de Crémazie, je me rends compte qu'il n'y a plus rien à faire. Je stationne ça là, je prends mon drone puis je me rends à TVA. En plein ça! Ça marche. Ben oui. Mais comment est-ce que tu légalises un truc comme ça? C'est ça. Ici, on est dans un exemple classique où le juridique est beaucoup plus lent que le technologique. Tout est encore à créer. Retenez pas votre souffle, mais il y a tellement de compagnies qui travaillent sur ce genre de véhicules-là, ce qu'on appelle des véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux, des e-Volt. On va en entendre parler. C'est pas une voiture, mais c'est du transport de personnes. Et il n'y a pas ça au Salon de l'Auto de Montréal. Non. Mais ce qu'il n'y avait pas non plus il y a quelques années au salon de chez Sony, c'était une voiture. Effectivement. Et là, ils l'ont nommée il y a quelques années. Elle s'appelle Afeela. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, on nous a dit que le modèle de base allait être disponible en précommande dès maintenant pour 89 900 $ américains en Californie. Ouais. Sauf qu'il y a quand même quelques années, on nous a présenté ce véhicule-là et on avait dit qu'en 2025, on pourrait comme ça débuter les précommandes. Ils sont sur l'échéancier et normalement, début 2026, on devrait voir les premières voitures de production. Ce qu'on nous a aussi montré cette année, c'est ce que la voiture voit. C'est une voiture électrique, elle sera autonome aussi, mais qu'est-ce que la voiture voit lorsqu'elle est en mode autonome? Et ça, c'est très sécurisant pour des gens qui ont peut-être encore certaines craintes parce qu'on se rend très vite compte quand on voit ce que la voiture voit, qu'elle voit beaucoup mieux que l'être humain. Après ça, encore une fois, il y aura une question de législation là-dedans. Autre chose aussi, beaucoup de constructeurs nous ont montré ce qu'ils avaient à proposer en matière de tableau de bord. Alors, chez BMW, on a le judicieusement nommé Panoramic iDrive. C'est un écran central, bien sûr, tactile, mais en plus de ça, un affichage tête haute. Les prochaines générations de BMW vont progressivement avoir ce genre de système-là, mais quand on dit panoramique, regardez la grandeur et l'épaisseur de tout ça, ça commence à prendre beaucoup de place. Il y a plus de place pour davantage d'icônes. Il y en a déjà beaucoup trop. Ça va être le bordel tantôt. Enfin, bref. L'autre chose, il y a LG qui, avec un même genre de système, a tout un système de caméra. On appelle ça le In-Cabin Vision. Dans le fond, c'est un système de solution pour détecter l'attention et l'acuité du conducteur, mais aussi ce qui se passe en avant au niveau des passagers. Si vous êtes mal assis, le système de caméra va être capable de détecter votre position et va vous suggérer peut-être de vous redresser le dos, de vous replacer les épaules. Si vous êtes inattentif, en train de boire quelque chose, on va aussi vous en aviser. On dit que c'est pour maximiser la sécurité, mais aussi la commodité, le confort avec des systèmes de détection avancés. Je ne sais pas où on veut aller avec ça, mais j'ai l'impression... Avant de faire ça, je me permets de te dire qu'ils pourraient faire fonctionner leur lave-vaisselle de façon efficace, mais ça, c'est... Oui. Puis tu sors toi aussi du monde de l'automobile, là, hein? Oui. Mais tu avais un message à passer. Oui, parce que j'ai un lave-vaisselle LG qui ne marche pas. Mais tu vois, LG ne construit pas de voitures, mais il y a tellement d'associations maintenant entre des grands constructeurs de véhicules et des compagnies techno. Samsung a présenté aussi des systèmes d'affichage tête haute qui sont vraiment impressionnants. On dirait presque une projection cinématographique. C'est pas mal là qu'on est rendu. Bon, évidemment, tout ça, c'est une vitrine vers les technologies du futur. C'est pas des choses qu'on va voir nécessairement dans l'immédiat, mais c'est super intéressant de les regarder. Au retour de la pause, on va faire un retour sur une année 2024 qui a été vraiment mouvementée niveau automobile. Puis on va peut-être sortir notre boule de cristal pour parler de l'année 2025 puis ce qui s'en vient. Comment bien établir la valeur d'un véhicule?
Obtenez le prix de liste dans le Guide hebdo ou le Canadian Black Book ou encore auprès de nos services conseils. Tenez compte de l'état du véhicule, du kilométrage, des accessoires et du marché. Faites inspecter votre véhicule pour fixer un prix équitable et le justifier. L'année 2024, dans le domaine de l'automobile, a été assez mouvementée, on ne peut pas se le cacher, que ce soit par rapport au climat économique actuel ou par rapport au retrait des subventions des voitures électriques, bien sûr. Évidemment, puis ce qu'on conclut de tout ça, ce qu'on peut comprendre de tout ça essentiellement, c'est que les constructeurs vont avoir de plus en plus de misère à planifier à long terme des stratégies de mise en marché parce que les gouvernements, quels qu'ils soient, peuvent venir bousiller leurs plans en un temps record. On l'a vu avec le fédéral qui a annulé un crédit en 48 heures ou à peu près. Évidemment, avec le gouvernement Trump qui est arrivé du côté des États-Unis, ça chamboule les plans de plusieurs constructeurs aussi. Que va-t-il advenir de la vente de véhicules électriques chez nous dans les prochains mois? On ne le sait pas encore. Tout dépend de comment les choses vont se dessiner. Est-ce que les constructeurs vont s'ajuster en termes de prix? Est-ce que le gouvernement va décider de taxer les véhicules à essence? Il y a beaucoup de questions comme ça. Oui, effectivement. Il faut dire que ce n'est pas juste un phénomène local. C'est un phénomène qu'on voit partout dans plusieurs pays. On a vu le retrait des mesures incitatives pour les véhicules électriques en Allemagne et l'impact que ça a eu sur 35 de baisse de vente en 6 mois. Exactement. Et tu parlais justement de la difficulté pour les constructeurs automobiles de s'adapter à une nouvelle réalité et aussi à ces fluctuations de demande des véhicules. Je pense qu'un constructeur qui est bien positionné pour faire ça, c'est BMW parce que leurs plateformes sont conçues pour servir à la fois des moteurs à essence, des motorisations hybrides rechargeables ou des véhicules électriques, tout ça sur la même ligne de montage. Donc, il y a plusieurs constructeurs qui avaient annoncé leur intention de passer à une gamme entièrement électrique d'ici 2030 ou 2035, qui ont changé leur fusil d'épaule, qui ont levé le pied sur l'électrique. On pense notamment à Volvo, mais aussi à Audi, Volkswagen, plein d'autres marques comme ça. Bon, évidemment, tout ça, c'est très beau, mais il va falloir aussi qu'on puisse être capable de s'adapter parce que bien qu'on n'ait plus de crédit pour les véhicules en ce moment, que ce soit de façon temporaire ou définitive, il y a quand même des objectifs gouvernementaux qui demeurent. Et ça, pour se rendre là, il va falloir travailler différemment et ce sera aux constructeurs de composer avec cette réalité-là qui va être de plus en plus difficile pour eux, là. Oui, tout à fait. Et si on pense que l'année 2024 est un peu rock and roll dans le monde de l'industrie de l'automobile, on n'a rien vu encore. Je pense que 2025, en fait, ça va être une année pivot, littéralement, dans l'industrie automobile. C'est là qu'on va voir comment les constructeurs se positionnent, quelles vont être les stratégies. 2025-2026, ça va vraiment être des années pivots. Si on regarde du côté de 2025, les gars, est-ce qu'il y a des véhicules qui s'en viennent, que vous avez hâte de voir, qui vous excitent un peu? Bien, écoute, moi, je vais vous parler de véhicules rationnels. La future Chevrolet Bolt, très hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ça va être offert à prix raisonnable? Évidemment, le Toyota RAV4, c'est le VUS le plus vendu sur le marché canadien. De savoir qu'il se renouvelle complètement, que plus de modèles, voire peut-être une totalité des modèles vont être offerts avec la technologie hybride, bien ça va être un game changer littéralement. Mais encore faut-il que le véhicule soit impressionnant parce qu'il y a une compétition très féroce. Donc, il y a ces deux véhicules-là qui sont véritablement à surveiller. Personnellement, il y a un autre que j'ajouterais à la liste, c'est la nouvelle BMW Neue Klasse, donc qui figure justement la voiture qui est en page couverture de l'édition 2025 du livre Le Guide de l'auto, parce que ça, on sait que ça va sortir à l'automne au Salon de l'auto qui va se dérouler à Munich, justement. Et donc, encore une fois, cette voiture-là va servir à la fois, va pouvoir être animée par une motorisation à essence, une motorisation hybride rechargeable ou une motorisation électrique. Donc, les trois motorisations qui sont possibles dans ce qui représente véritablement une nouvelle approche pour ce constructeur-là, pour le développement non seulement d'une berline, mais également d'un VUS. Puis on va assister à la disparition peut-être de certaines marques aussi en 2025. Il y en a qui battent de l'aile et qui ne passeront pas à travers la tempête actuelle. Très hâte de voir ce qui va arriver avec VinFast, avec le retrait des crédits, avec leur absence ici au Salon de Montréal. On se demande bien où on s'en va, même si on sait que c'est une entreprise qui a les reins solides, là. On peut parler aussi de plusieurs marques de Stellantis qui sont sur le respirateur artificiel en ce moment, là. On sait que le groupe Stellantis, c'est presque 14 marques maintenant, je pense. Alors, on se demande vraiment si des choses comme Maserati ou Lancia
Ou Chrysler. ou Chrysler vont survivre. Ça, c'est une autre chose à surveiller. Merci les gars pour votre présence pour cette émission spéciale. Puis on se retrouve la semaine prochaine.